C'est une bonne pièce, dit Vitoler, mais je n'aime pas le fantôme. On ne touche pas au fantôme, répliqua Huel, l'air buté. Mais le public ricane tout le temps et balance des projectiles. D'ailleurs, tu sais qu'on a du mal à nettoyer toute la poussière de craie des costumes. On ne touche pas au fantôme, c'est un élément dramatique indispensable. Tu as déjà dit ça pour la dernière pièce. Ben oui, c'était le cas. Dans Comme vous voudrez aussi, dans Un mage d'encre aussi, dans toutes les autres. Moi j'aime ça les fantômes. Debout près de la scène, il regardait les ouvriers nains assembler la machine à vagues. Elle consistait en une demi-douzaine de longs axes recouverts de spirales compliquées de toile peinte dans les tons bleu, vert et blanc qui traversaient toute la largeur de la scène. Un dispositif de rouages et de courroies sans fin les reliait à un treuil en coulisses. Quand toutes les spirales tournaient en même temps, les estomacs fragiles devaient regarder ailleurs. Des batailles navales, murmura Harwell, des naufrages, des tritons, des pirates. Des paliers qui grincent, mon gars, grommela Vitoler en prenant appui sur sa canne. Des frais d'entretien, des heures supplémentaires. Ça a l'air très compliqué, reconnut Huel. Qui c'est qui l'a mis au point? Un vieux fêlé de la rue des artisans ingénieux, répondit Vitoler. Léonard de Quirm. C'est un peintre en réalité. Il fait ce genre de truc comme passe-temps. J'ai appris par hasard qu'il travaillait là-dessus depuis des mois. Comme il n'arrivait pas à le faire voler, j'ai sauté sur l'occasion. Ils regardèrent tourner le simulacre de vagues. Tu es décidé à partir? Demanda enfin Vitoler. Oui. Tom Jean est encore un peu tout fou. Il a besoin d'une tête plus jeune près de lui. Tu vas me manquer, mon gars, je peux bien te le dire. Tu as été comme un fils pour moi. Tu as quel âge exactement? J'ai jamais su. 102 ans. Vitoler hocha mélancoliquement la tête. Il en avait 60 et son arthrite le travaillait. Tu as été comme un père pour moi alors, dit-il. Ça s'égalise en fin de compte, fit Huel d'un air embarrassé. Moitié plus petit, 2 fois plus vieux. En longueur de temps, on peut dire qu'en moyenne, on vit autant que les humains. Le directeur de troupe soupira. Ben, je ne sais pas ce que je vais faire sans vous deux, sans blague. C'est seulement pour l'été, il y a beaucoup de gars qui restent. En fait, ce sont surtout les débutants qui s'en vont. Tu as toi-même dit que c'était un bon apprentissage. Vitoler paraissait malheureux, et dans l'air frisquet du théâtre à moitié terminé, beaucoup plus petit que d'habitude, comme un ballon 15 jours après la fête. Il poussa distraitement quelques copeaux de bois du bout de sa canne. On prend de l'âge, maître Huel. Du moins, corrigea-t-il, moi je prends de l'âge et toi de la vieillesse. Minuit a déjà sonné pour nous. Oui, tu ne voudrais pas qu'il s'en aille, hein? J'étais d'accord au début, tu le sais, puis je me suis dit, il y a du destin dans l'air. Dès que ça va bien, il faut toujours que le foutu destin s'en mêle. Je veux dire, Tom Jean vient de là-bas, de quelque part dans les montagnes. Maintenant, la fatalité le rappelle, je ne le reverrai pas. C'est seulement pour l'été. Vitoler leva une main. Ne m'interromps pas, je tiens la bonne intonation dramatique. Pardon. Flic, flic faisait la canne sur les copeaux de bois qu'elle envoyait en l'air. Enfin, tu sais qu'il n'est ni de ma chair ni de mon sang. Il est quand même ton fils, fit Huel. Ces histoires d'hérédité, ça n'est pas aussi formidable qu'on raconte. Ça te va bien de dire ça. Je le pense, regarde-moi. Je n'étais pas destinée à écrire des pièces. Les nains ne sont même pas censés savoir lire. Je ne m'inquiéterais pas trop du destin s'il était toi. Le mien, c'était de faire mineur. Le destin se trompe la moitié du temps. Mais tu prétends qu'il ressemble au fou. Moi, je ne trouve pas, remarque. Faut que la lumière soit bonne. Pourrait y avoir du destin là-dessous. Huel haussa les épaules. Le destin, c'était un drôle de truc, il le savait. On ne peut pas lui faire confiance. Souvent, on ne le voit même pas. À l'instant où l'on est sûr de l'avoir coincé, il se change en autre chose. En coïncidence peut-être, ou en providence. On barricade sa porte pour l'empêcher d'entrer, et on l'a derrière soi. Puis, quand on croit lui avoir cloué le bec, c'est lui qui s'en va avec le marteau. Il s'en servait beaucoup du destin. Comme ressort pour ses pièces, c'était encore mieux qu'un fantôme. Rien ne valait un peu de destin pour faire décoller un bon vieux drame. Mais il fallait s'abstenir de croire qu'on pouvait deviner quelle tournure il allait prendre. Quant à s'imaginer qu'on pouvait le maîtriser. Mais Messire du Temps loucha d'un œil irrité dans la boule de cristal de Nunnuog. Ce n'était pas une très bonne boule, vu qu'il s'agissait d'un flotteur de verre pour la pêche, de couleur verdâtre, qu'un de ses fils lui avait ramené de l'étranger. Tout y paraissait déformé, y compris, soupçonnait-elle, la vérité. Pas de doute, il vient, dit-elle enfin, en chariot. J'aurais préféré un destrier blanc fougueux, déclara Nunnuog. Tu sais,
caparaçonné, tout ça. Il a une épée magique demanda Magra en tendant le cou pour voir. Mais Messire du Temps se redressa. Vous me faites honte toutes les deux. Ça me dépasse, moi. Des destriers magiques, des épées fougueuses. Tout le temps à lancer des œillades comme des laitières. Une épée magique, c'est drôlement important, dit Magra, indispensable. On pourrait lui en fabriquer une, ajouta-t-elle rêveuse, en fer de foudre. J'ai un sortilège pour ça. On prend du fer de foudre, expliqua-t-elle sans assurance, et puis on en fait une épée. Moi, je veux pas m'embêter avec ce vieux truc-là, dit Mémé. Faut attendre des jours que le foutu machin frappe, et après, c'est tout juste si vous arrache pas le bras. Et une fraise, fit Nounouog en ignorant l'interruption. Les deux autres la regardèrent, attendant la suite. Une fraise, une marque de naissance, répéta-t-elle. Un de ces accessoires nécessaires au prince qui vient réclamer son royaume, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Évidemment, je sais pas comment on reconnaît que c'est de la fraise. Je supporte pas les fraises, fit distraitement Mémé, qui lorgnait à nouveau dans la boule de cristal. Dans les profondeurs vertes et fêlées, au relent de homard crevé, un Tom-Jean minuscule embrassait ses parents, serrait des mains, donnait l'accolade au reste de la troupe et grimpait dans le chariot de tête. On dirait que ça a marché, songea la sorcière. Sinon, il viendrait pas par ici, pas vrai? Tous les autres, là, ça doit être sa bande de fidèles compagnons. Après tout, ça se comprend, il va faire 800 kilomètres dans un pays difficile, tout peut arriver. Les armes et l'armure sont sûrement dans les chariots. Elle sentit planer l'ombre d'un doute et entreprit de la gommer tout de suite. Il n'y avait pas d'autre raison pour qu'il vienne, ça tombe sous le sens. On a exécuté le sortilège dans les règles, sauf pour les ingrédients, et pour la majeure partie de la poésie. D'ailleurs, c'était probablement pas la bonne heure. Et Gita a presque tout emporté chez elle pour son chat, ce qui ne se fait sûrement pas. Mais il est en route. Ce qui ne parle pas ne ment pas. Vaut mieux remettre le tissu sur la boule si t'as fini, Esmé, dit Nounou. J'ai toujours peur qu'on me regarde quand je prends mon bain. Il est en route, fit Mémé. Sa voix prenait des accents de satisfaction si durs qu'on aurait pu s'en servir pour moudre du blé. Elle laissa tomber la housse de velours noir sur la boule. Le voyage est long, dit Nounou. Il y a plus d'un jupon entre la robe et la culotte. Il pourrait tomber sur des bandits. On va veiller sur lui. C'est pas normal. S'il doit être roi, faut qu'il puisse se battre comme il veut, objecta Magra. On tient pas à le voir gaspiller ses forces, dit Nounou, l'air collé monté. On tient à ce qu'il arrive ici frais et dispo. Et après, j'espère, on le laissera se battre comme il veut, insista Magra. Mémé applaudit d'un air sérieux. Tout à fait, dit-elle, à condition qu'on soit sûr qu'il gagne. Elles avaient tenu leur réunion dans la chaumière de Nounouog. Magra trouva une excuse pour rester après le départ de Mémé, aux premières lueurs du jour, soi-disant pour aider Nounou à ranger. C'est devenu quoi la résolution de ne pas se mêler des affaires des gens demanda-t-elle. Comment ça? Vous savez bien, Nounou. C'est pas vraiment se mêler de leurs affaires, répondit maladroitement Nounou. On donne juste un coup de pouce. Vous croyez pas ça tout de même? Nounou s'assit et tripota un coussin. Ben, tu vois, ces histoires de pas se mêler des affaires des autres, c'est bien joli en temps normal. C'est facile de pas intervenir quand il n'y a pas besoin. Et puis, faut que je pense à la famille. Mon Jason, il s'est bagarré 2 ou 3 fois à cause de ce qu'ont dit les gens. Mon Shaun s'est fait renvoyer de l'armée. Tel que je vois les choses, quand on aura le nouveau roi, il nous devra quelques faveurs. Ça serait que justice. Mais pas plus tard que la semaine dernière, vous avez dit... Magra s'arrêta, choquée de faire montre d'un tel pragmatisme. Une semaine, c'est long en magie, fit Nounou. 15 ans, par le fait. N'importe comment, Esmé est décidée et j'ai pas envie de la contrarier. Alors, si je comprends bien, conclut Magra avec froideur, cette histoire de pas intervenir, c'est comme faire vœu de ne pas nager. On le rompt jamais, sauf si, évidemment, on se retrouve dans l'eau. Ça vaut mieux que de se noyer, remarqua Nounou. Elle leva la main vers le dessus de la cheminée et ramena une pipe en terre qui ressemblait à un puits de goudron miniature. Elle l'alluma avec une longue allumette rescapée du feu, tandis que Gredin la regardait attentivement depuis son coussin. Magra décoiffa nonchalamment la boule de son capuchon et la regarda d'un œil mauvais. « J'ai l'impression, dit-elle, que je ne comprendrai jamais vraiment la sorcellerie. Dès que je crois avoir saisi, ça change. On est des gens comme les autres. »
Nounou souffla un nuage de fumée bleue vers la cheminée. Tout le monde est des gens comme les autres. Je peux emprunter la boule de cristal ? Demanda soudain Magra. Je t'en prie. Elle eut un grand sourire dans le dos de Magra. Tu t'es disputé avec ton petit ami ? Je sais vraiment pas de quoi vous parlez. Ça fait des semaines que je l'ai pas vu dans les parages. Oh, le duc l'a envoyé à... Magra s'arrêta puis reprit. L'a envoyé pour une raison ou pour une autre. Mais ça ne me gêne pas du tout, n'importe comment. Je vois, prends la boule bien sûr. Magra était contente de rentrer chez elle. Personne ne s'aventurait la nuit sur la lande de toute façon, mais au cours des 2 derniers mois, la situation s'était assurément dégradée. En plus de la méfiance générale qu'inspiraient les sorcières, certains habitants de l'Ancre, qui entretenaient des contacts avec le monde extérieur, commençaient à se demander A. S'il ne s'était pas produit plus d'événements que ceux dont ils avaient entendu parler, ou B. Si le temps ne s'était pas disloqué. La chose restait difficile à prouver, note de bas de page, à cause de la façon de mesurer le temps dans les divers États, royaumes et cités. Après tout, quand dans un secteur de 200 km² la même année est au choix celle de la petite chauve-souris, du singe attendu, du nuage en chasse, des vaches grasses, des 3 étalons fringants et porte au moins 9 numéros différents pour représenter le temps écoulé depuis, note de bas de page, le calendrier de la théocratie de Muntab compte à rebours. Nul ne sait pourquoi, mais ce ne serait peut-être pas une bonne idée de traîner dans le coin pour le savoir. Le temps écoulé depuis le couronnement, la naissance ou la production de rois, de prophètes et d'événements étranges, quand chacune se compose d'un nombre différent de mois, que certaines n'ont pas de semaine, et qu'il en est une qui refuse le jour comme unité, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'une bonne partie de jambes en l'air ne dure pas assez longtemps. Note de bas de page, sauf pour la tribu des Abingos du Grand Nef, évidemment. Donc, la chose restait difficile à prouver, et les quelques commerçants qui empruntaient les pistes de montagne après l'hiver avaient l'air plus vieux qu'ils n'auraient dû. On s'attendait toujours plus ou moins à des phénomènes inexpliqués dans les montagnes du Bélier, à cause de la forte teneur en magie, mais plusieurs années qui disparaissaient en l'espace d'une nuit, c'était plutôt une première. Elle ferma la porte, fixa les volets et déposa doucement le globe vert sur la table de la cuisine. Elle se concentra. Le fou somnolait sous les bâches d'un chaland qui remontait assidûment l'Ancre à 3 km/h. Un moyen de transport guère passionnant, mais qui finissait par mener à destination. Il avait l'air à l'abri du danger, même s'il s'agitait et se retournait dans son sommeil. Magra se demanda à quoi ça ressemblait de passer son existence à faire ce dont on n'avait pas envie. Ça ressemblait à la mort, se dit-elle, mais en pire, pour la bonne raison qu'on vivait pour l'endurer. À ses yeux, le fou était faible, il subissait de mauvaises influences et manquait terriblement de caractère. Et elle désirait qu'il revienne, dans l'attente du plaisir de ne plus jamais le revoir, enfin dans une boule. Ce fut un été long et chaud. Ils prirent leur temps. Le pays était vaste entre Ankh-Morpork et les montagnes du Bélier. Hwell devait le reconnaître, c'était amusant. Un mot dont les nains n'étaient pas coutumiers. Comme vous voudrez, marchait bien. Cette pièce-là marchait toujours. Les débutants se surpassaient. Ils oubliaient leurs répliques et faisaient des blagues. À Stolat, on donna tout le 3e acte de Gretlina et Mélias devant la toile de fond du 2e acte des guerres thaumaturgiques, mais personne ne parut remarquer que la plus grande scène d'amour du drame se jouait dans un décor de raz-de-marée qui submergeait un continent. Sans doute parce que c'était Tom Jean qui interprétait Gretlina. Les spectateurs avaient l'air rivés sur place, rivetés à leur siège, même. Hwell, troublé, intervertit les rôles dans la salle suivante, si l'on peut donner le nom de salle à une grange louée pour la journée, et le public fut encore plus riveté qu'une armure à plate, homme compris. Le rôle de Gretlina était pourtant tenu cette fois par le jeune Cablan, un gars un peu naïf qui avait tendance à bredouiller et dont les boutons finiraient bien par disparaître. Le lendemain, dans un village anonyme au milieu d'un océan infini de choux, il laissa Tom Jean jouer le vieux Mesquine dans Comme vous voudrez, un rôle dans lequel excellait toujours Vitolaire. Impossible de confier pareil rôle à un comédien de moins de 40 ans, à moins de vouloir un vieux Mesquine affublé d'un coussin sous le pourpoint et de rides au crayon gras. Hwell ne s'estimait pas vieux. Son père extrayait encore 3 tonnes de minerais à l'âge de 200 ans. Mais là, il se sentit vieux.
Il regarda Tom Jean sortir de scène en clopinant, et l'espace d'un instant, il sut ce qu'était être un vieillard adipeux, confit au vin, qui menait des guerres d'un autre âge dont personne ne se souciait plus, qui se raccrochait farouchement à la falaise à pic de la cinquantaine finissante par peur de tomber dans les antiquités, mais seulement d'une main, parce que de l'autre il dressait un doigt à l'intention de la mort. Bien entendu, il le savait lorsqu'il avait écrit le rôle, mais pas à ce point-là. En revanche, la magie n'avait pas l'air d'opérer dans la nouvelle pièce. Ils l'essayèrent plusieurs fois, juste pour voir ce que ça donnait. Le public la suivit avec attention, puis remonta chez lui. Il ne prit même pas la peine d'envoyer des projectiles. Il ne la trouvait pas mauvaise, non. Il n'y trouvait rien. Pourtant, tous les bons ingrédients y étaient réunis, pas vrai? La tradition regorgeait de mauvais gouvernants qui recevaient une correction bien méritée. Les sorcières faisaient toujours recette. L'apparition de la mort était particulièrement bienvenue, certaines de ses répliques réussies. Mais quand on mélangeait l'ensemble, on aurait dit que tout s'annulait, que l'on tombait dans le procédé de routine pour occuper la scène pendant 2 heures. Tard le soir, quand la distribution dormait, Hwell s'installait dans un chariot et réécrivait fiévreusement. Il remaniait les scènes, coupait des répliques, en rajoutait, faisait intervenir un clown, incorporait un autre combat et peaufinait les effets spéciaux. Des effets sans effet, apparemment. La pièce ressemblait à une extraordinaire peinture bigarrée, un festival impressionniste de près, une tâche confuse de loin. Quand les inspirations pleuvaient de rue, il essayait même de changer de style. Les lève-tôt prirent l'habitude de découvrir au matin des essais ratés qui jonchaient l'herbe autour des chariots, comme des champignons extrêmement cultivés. Tom Jean conserva l'un des plus étranges. Première sorcière. Il est en retard. Pause. Deuxième sorcière. Il a dit qu'il allait venir. Pause. Troisième sorcière. Il a dit qu'il allait venir, mais il n'est pas venu. C'est ma dernière salamandre. Je l'ai mise de côté pour lui. Et il n'est pas venu. Pause. Je crois, dit Tom Jean plus tard, que tu devrais ralentir un peu. Tu as fait ce qu'on t'a commandé. Personne n'a spécifié qu'il fallait que ce soit brillant. Ça pourrait l'être, tu sais, suffirait que je m'y prenne bien. Tu es vraiment sûr pour le fantôme, hein? Le ton de sa question laissait clairement entendre que lui ne l'était pas. Il est très bien, le fantôme, répliqua sèchement Hwell. La scène du fantôme, c'est la meilleure que j'ai écrite. Je me demandais seulement si c'était la bonne pièce pour ça, c'est tout. On ne touche pas au fantôme maintenant, au boulot, mon gars. 2 jours plus tard, alors que la paroi bleue et blanc des montagnes du Bélier commençait à s'élever au-dessus de l'horizon du côté du Moyeu, la compagnie essuya une attaque. Ce ne fut guère dramatique. Les comédiens venaient de haler les chariots au passage d'un gué et se reposaient à l'ombre d'un bouquet d'arbres fruitiers quand ceux-ci produisirent soudain des voleurs. Hwell passa en revue une rangée d'une demi-douzaine de lames souillées et rouillées. Leur propriétaire n'avait pas l'air très sûr de connaître la suite du programme. « On a un reçu quelque part, » commença le nain. Tom Jean lui donna un coup de coude. « Cela ne ressemble pas à des voleurs de la guilde, » souffla-t-il. « À moi, ils me font l'effet d'indépendants. » Il serait de bon ton de dire que le chef des voleurs était une brute de fier à bras à la barbe noire affublée d'un bandeau rouge autour de la tête, d'une boucle d'oreille en or et d'un menton à récurer les casseroles. Ouais, ça s'imposerait presque. À la vérité, c'était le cas. Hwell songea que la jambe de bois était de trop, mais l'homme avait visiblement travaillé son rôle. « Tiens, fit-il donc, qu'est-ce qu'on a là? Ils ont de l'argent ?» « On est des acteurs, fit Tom Jean. « Ça devrait répondre aux 2 questions, dit Hwell. »« Et on réplique pas, fit le bandit. Je suis allé à la ville, moi. Je reconnais une réplique quand j'en vois une et... » Il se tourna à demi vers sa bande et leva un sourcil pour signifier que sa prochaine remarque allait être spirituelle. « Si vous faites pas attention, je peux vous envoyer quelques réparties blessantes de mon cru. » Un silence de mort tomba derrière lui, jusqu'à ce qu'il fasse un geste impatient de son coutelas. « D'accord, dit-il sur fond d'un cœur de rire incertain. On va prendre que la menue monnaie, les objets de valeur, les vivres et les vêtements. »« Je peux dire un mot ?» fit Tom Jean. La compagnie s'écarta de lui. Hwell se contempla les pieds et leur sourit. « Tu vas demander grâce, hein ?» fit le bandit. « C'est vrai. » Hwell se fourra les mains au fond des poches et leva les yeux au ciel.
Il siffla tout bas et retint un rictus dément. Il était conscient que les autres acteurs regardaient eux aussi Tom Jean, l'air d'attendre. Il va leur sortir la tirade de grâce du conte de Trolls, songea-t-il. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que, attaqua Tom Jean, et sa posture se modifia légèrement. Sa voix se fit plus profonde, sa main droite s'envola brusquement en un geste dramatique. La valeur de l'homme n'est pas dans ses actions d'éclat, ni dans son désir ardent de rapine. Ça va rendre comme lorsque ce type a voulu nous voler l'autre fois à Stolat, se dit Hwell. S'ils finissent par nous donner leurs épées, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Et c'est tellement gênant quand ils se mettent à pleurer. C'est à cet instant que le monde autour de lui prit une teinte verte et qu'il crut percevoir d'autres voix, à la limite de l'audible. « Y a des hommes avec des épées, mémé !» Pour fendre de leur glaive rutilant les merveilles du monde, disait Tom Jean pendant que les voix à fleurs d'imagination poursuivaient. Mes rois à moi, ils demandent grâce à personne, passe-moi ce pot à lait, Magra. La compassion au cœur, le baiser, c'est un cadeau de ma tante. Ce joyau parmi les joyaux, cette couronne parmi les couronnes. Suivit un silence. Un ou deux bandits pleuraient sans bruit dans leurs mains. Leur chef lança. « Ça y est !» Pour la première fois de sa vie, Tom Jean eut l'air désemparé. « Ben oui, répondit-il. Vous voulez que je recommence ?»« Un bon discours, concéda le bandit. Mais je vois pas en quoi ça me concerne. Je dis sens pratique, moi. Aboulez ce que vous avez. » Il brandit son épée à hauteur de la gorge de Tom Jean. « Et vous autres, restez pas comme des crétins, ajouta-t-il. Allez, sinon le petit gars va y avoir droit. » Le débutant Cablan leva une main prudente. « Quoi ?» fit le bandit. « Vous êtes sûr d'avoir bien écouté, monsieur ? Je vous le redirai pas, soit j'entends tomber les piécettes, soit j'entends tomber une tête. » Ce qu'ils entendirent, ce fut un sifflement très haut dans les airs et le fracas d'un pot à lait aux parois couvertes de givre spatial qui tomba du ciel sur la pointe du casque du chef. Les malandrins restants jetèrent un coup d'œil au résultat et prirent la fuite. Les acteurs considérèrent le bandit étendu par terre. Hwell poussa un glaçon de lait du bout de sa chaussure. « Tiens, dit-il faiblement. « Il n'a même pas fait attention, murmura Tom Jean. Un critique né, dit le nain. Il s'agissait d'un pot bleu et blanc. Marrant comme on remarque les petits détails en un pareil moment. Il avait été plusieurs fois cassé par le passé, Hwell le voyait bien, on avait recollé les morceaux avec soin. Quelqu'un y tenait vraiment à ce pot. Là, dit-il en rassemblant quelques lambeaux de logique, on a affaire à une tornade pas ordinaire, c'est évident. Mais les poils, ça tombe pas du ciel, objecta Tom Jean, preuve de l'incroyable faculté de l'homme à nier l'évidence. Ça, j'en sais rien. J'ai déjà entendu parler de poissons, de grenouilles et de cailloux. Rien n'interdit la poterie. Il commençait à trop saisir. C'est un de ces phénomènes bizarres. Il s'en produit tout le temps dans cette partie du monde, rien d'étonnant là-dedans. Ils retournèrent au chariot et reprirent la route dans un silence inhabituel. Le jeune Cablan ramassa tous les morceaux de peau qu'il trouva, les rangea soigneusement dans la malle des accessoires et passa le reste de la journée à scruter le ciel dans l'espoir de récupérer un sucrier. Les chariots gravissaient péniblement les pentes poussiéreuses des montagnes du Bélier, simple petit point dans le verre brouillé de la boule. « Ils vont bien ?» demanda Magra. « Ils se promènent partout, » répondit Mémé. « Ils sont peut-être bons comédiens, mais ils ont encore à apprendre pour ce qui est de voyager. » C'était un joli pot. On n'en trouve plus des comme ça. Comprenez, si vous m'aviez dit que c'est pourquoi c'était, il y avait un fer à repasser sur l'étagère. Il y a autre chose dans la vie que les pots à lait. Il y avait un motif de marguerite tout autour du bord. Mémé l'ignora. « Je crois, dit-elle, qu'il serait temps d'examiner ce nouveau roi, en gros plan. » Elle ricana. « Vous avez ricané, Mémé, fit Magra la mine sombre. C'est pas vrai. J'ai... » Mémé chercha un mot. « J'ai gloussé. » Je parie qu'Alice Ladoire, elle ricanait. « Tu devrais faire attention de ne pas finir comme elle, lança Nounou depuis son siège près du feu. Elle devenait un peu bizarre sur la fin, tu sais. Pomme empoisonnée et tout le bazar. » Tout ça parce que j'ai un peu gloussé, peut-être un peu fort, renifla Mémé. Elle sentit qu'elle se mettait plus que de raison sur la défensive. «
N'importe comment, il n'y a pas de mal à ricaner, avec modération. J'ai l'impression, dit Tom Jean, qu'on est perdu. Hwell parcourut des yeux la bande violacée cuite au soleil qui les entourait et s'étendait jusqu'aux cimes imposantes du Bélier. Même au plus fort de l'été, des banderoles de neige s'envolaient depuis les pics les plus hauts. C'était un paysage d'une beauté descriptible. Les abeilles s'activaient, du moins s'efforçaient d'en avoir l'air et la chanson, dans le thym qui bordait la piste. Des ombres de nuages papillonnaient sur les prairies alpestres. Il régnait un grand silence vide, celui d'un environnement dépourvu de toute vie humaine et qui s'en passe fort bien d'ailleurs. Comme de panneaux indicateurs. On était déjà perdu à 15 kilomètres, remarqua Hwell. Doit exister un autre mot pour ce qu'on est maintenant. Tu as dit que les montagnes étaient truffées de mines de nains, fit Tom Jean. Tu as dit qu'un nain savait toujours se repérer dans les montagnes. Sous terre, j'ai dit. C'est une question de strates et de formation rocheuse, pas en surface, c'est le paysage qui gêne. On pourrait te creuser un trou, suggéra Tom Jean. Mais par une si belle journée, c'était bien agréable de laisser les mules aller à leur train au gré de la route qui sinuait entre des bouquets de pins et de sapins, avant-poste de la forêt. Laquelle route, se disait Hwell, devait bien conduire quelque part. Une affabulation géographique qui a coûté la vie à plus d'un voyageur. Les routes ne sont pas tenues de conduire quelque part, seulement de démarrer quelque part. « On est vraiment perdu, hein ?» demanda Tom Jean au bout d'un moment. « Sûrement pas. On est où alors ? Dans les montagnes, n'importe quel atlas te le dira. On devrait s'arrêter et demander à quelqu'un. » Tom Jean enveloppa du regard le paysage vallonné autour de lui. Au loin, un courlis solitaire hurla, à moins que ce ne fût un blaireau. Hwell avait des notions plutôt vagues en matière rurale, du moins pour tout ce qui surmontait la couche calcaire. Il n'y avait pas d'autres humains à des kilomètres à la ronde. « À qui tu pensais ?» raya-t-il. « À cette vieille bonne femme avec un drôle de chapeau, » répondit Tom Jean, le doigt pointé. « Je l'observe depuis un moment. Elle se baisse tout le temps derrière un buisson quand elle croit que je l'ai vue. » Hwell se retourna pour s'adresser à un buisson de ronces qui s'agitait. « Hé là, bonne mère !» dit-il. Le buisson bourgeonna d'une tête indignée. « La mère de qui ?» Hwell hésita. Une façon de parler, madame, mademoiselle. « Maîtresse !» cracha Messire du Temps. « Et je suis une pauvre vieille qui ramasse du bois !» ajouta-t-elle d'un air de défi. Elle s'éclaircit la gorge. « Mes seigneurs !» reprit-elle. « Vous m'avez fait peur, mon jeune maître, mon pauvre vieux cœur !» Le silence lui répondit dans les chariots. Puis Tom Jean lança. « Pardon ? Quoi ? Votre pauvre vieux cœur quoi ? Quoi, mon pauvre vieux cœur quoi ? Fit Mémé, qui n'avait pas l'habitude de jouer les vieilles femmes et disposait d'un répertoire très limité dans ce domaine. Mais la tradition veut que les jeunes héritiers en quête de leur destin trouvent de l'aide auprès de vieilles femmes qui ramassent du bois, et elle n'allait pas s'élever contre la tradition. « Vous en avez parlé, c'est tout, dit Hwell. Bah, c'est pas grave. Mais seigneur, j'imagine que vous cherchez l'encre, fit Mémé avec humeur, pressée d'en venir au fait. Ben oui, répondit Tom Jean, on a cherché toute la journée. Vous êtes allé trop loin. Retournez 3 kilomètres en arrière et prenez le chemin à droite après le bouquet de pin. Calban tira sur la chemise de Tom Jean. Quand on rencontre une mystérieuse vieille femme sur la route, dit-il, il faut lui proposer de partager le repas ou de l'aider à traverser la rivière. Ah bon ? Ça porte malheur sinon. Tom Jean gratifia Mémé d'un sourire poli. Accepteriez-vous de partager notre déjeuner, bonne même vieille dame ? Mémé parut hésiter. C'est quoi ? Du porc salé. Elle fit non de la tête. Merci tout de même, répondit-elle gracieusement, mais ça me donne des gaz. Elle tourna les talons et s'enfonça dans les buissons. On pourrait vous aider à traverser la rivière, lui cria Tom Jean. Quelle rivière, fit Hwell, on est sur la lande, y a pas de rivière à des kilomètres. Faut les avoir de son côté, dit Cablan, et après elle donne un coup de main. Peut-être qu'on aurait dû lui dire d'attendre le temps qu'on tombe sur une rivière, fit amèrement Hwell. Ils trouvèrent l'embranchement. Le chemin conduisait dans une forêt entrecroisée d'autant de voies d'accès qu'une gare de triage,
Le genre de votre forêt où votre nuque vous assure que les arbres se retournent pour vous regarder passer et où le ciel vous paraît très haut et très loin. Malgré la chaleur de la journée, une obscurité humide, impénétrable, planait entre les troncs qui se pressaient au bord de la piste comme s'ils cherchaient à l'effacer complètement. Bientôt, ils étaient à nouveau perdus, et ils convinrent que se perdre dans un lieu où l'on n'arrive pas à se repérer, c'est pire que se perdre à découvert. « Elle aurait pu donner des consignes plus précises, » dit Hwell. « Comme demander à la vieille suivante, » fit Tom Jean. « Regardez là-bas. » Il se leva sur son siège. « Oh là, vieille, bonne !» hasarda-t-il. Magra repoussa son châle. « Rien qu'une humble ramasseuse de bois, » fit-elle d'un ton brusque. Pour preuve, elle brandit une brindille. Attendre plusieurs heures sans personne que des arbres à qui parler n'avait pas adouci son humeur. Cablan donna un coup de coude à Tom Jean, qui hocha la tête et se fendit d'un sourire cauteleux. « Accepteriez-vous de partager notre déjeuner, vieille bonne mademoiselle ?» fit-il. « Ce n'est que du porc sale et j'en ai peur. La viande, c'est très mauvais pour le système digestif. Si vous pouviez voir à l'intérieur de votre côlon, vous seriez horrifié. »« Je veux bien le croire, marmonna Hwell. Est-ce que vous savez qu'un adulte mâle transporte en permanence jusqu'à 2,5 kg de viande rouge non digérée dans ses intestins ?» renchérit Magra, dont les lectures militantes en matière de nutrition avaient déjà poussé des familles entières à se cacher dans la cave jusqu'à son départ. « Alors que les pignons et les graines de tournesol... Il n'y aurait pas des rivières dans le coin qu'on pourrait vous aider à traverser des fois ?» demanda désespérément Tom Jean. « Dites donc pas de bêtises, je suis qu'une âme ramasseuse de bois, mes seigneurs, je récupère quelques brindilles et des fois j'indique à des voyageurs égarés la route de l'encre. »« Ah, fit Hwell, je savais bien qu'on y arriverait. Vous bifurquez à gauche plus loin et vous prenez à droite au gros rocher fendu, vous pouvez pas le manquer. »« Parfait, grogna Hwell. Bon, on va pas vous retarder, vous avez sûrement beaucoup de bois à ramasser, tout ça. » Il siffla, et les mules reprirent leur cheminement pendant qu'il grommelait tout seul. Quand 1 heure plus tard, le chemin déboucha dans un paysage de rochers gros comme des maisons, Hwell reposa doucement les rênes et croisa les bras. Tom Jean le regarda, les yeux écarquillés. « À quoi tu joues ?» demanda-t-il. « J'attends, » répondit le nain sinistre. « Il va bientôt faire noir. On va pas rester longtemps. » Nounouog finit par capituler et sortit de derrière son rocher. « C'est du porc salé, vu ?» lança sèchement le nain. « Que ça vous plaise ou non, ok, maintenant c'est par où l'ancre ?»« Tout droit, à gauche au ravin, puis suivez le sentier jusqu'à un pont, on peut pas le manquer !» s'empressa de répondre Nounou. Hwell saisit les rênes. « Vous avez oublié le coup des seigneurs. Merde, pardon, mes seigneurs. Et vous êtes une humble ramasseuse de bois, j'imagine ?»« Dans le mille, mon gars !» fit joyeusement Nounou. « Je commence juste, à vrai dire. » Tom Jean donna un coup de coude au nain. « T'as oublié pour la rivière, » dit-il. Hwell lui lança un regard noir. « Ah oui, marmonna-t-il. Est-ce que vous pouvez attendre ici le temps qu'on trouve une rivière ?»« Pour vous aider à traverser, » expliqua prudemment Tom Jean. Nounou lui adressa un sourire radieux. « Il y a un pont excellent, » fit-elle, « mais si vous m'emmenez, je dis pas non, poussez-vous. » Au grand déplaisir de Hwell, Nounouog releva ses jupes, se hissa comme elle put sur le banc, s'inséra entre Tom Jean et le nain, puis se tortilla comme un couteau à huître jusqu'à ce qu'elle occupe la moitié du siège. « Vous avez parlé de porc salé, » dit-elle. « Il n'y aurait pas de la moutarde des fois ?»« Non, » répondit Hwell avec humeur. « Je supporte pas le porc salé sans condiment, » poursuivit Nounou sur le tour de la conversation. « Mais j'en prendrais bien quand même. » Sans un mot, Cablan lui tendit le panier qui contenait le repas de la troupe. La sorcière souleva le couvercle et jugea en connaisseuse. « Votre fromage, là, il date un peu, » dit-elle. « Faudrait de le manger. »« Y a quoi dans la bouteille en cuir ?»« De la bière, » fit Tom Jean une fraction de seconde avant que Hwell ait la présence d'esprit de répondre « de l'eau. »« Manque de corps, ce truc-là, » dit en fin de compte Nounou. Elle farfouilla dans sa poche de tablier et ramena sa blague à tabac. « Ça auriez pas du feu ?» 2 acteurs exhibèrent des bottes d'allumettes. Nounou hocha la tête et rempocha sa blague. « Bon, dit-elle, vous auriez pas du tabac ?»